Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette série de podcasts concernant le cours de musée et patrimoine. Donc ce sera un cours qui se divisera en 3 podcasts différents. Et on va commencer donc avec le premier podcast dans lequel on parlera de l'Europe des premières collections avant la Révolution. On parlera également de la Révolution française et de l'Empire napoléonien. Et enfin, on parlera de l'Europe muséale du Congrès de Vienne aux révolutions de 1848. Je vous souhaite alors une bonne écoute. Et commençons tout de suite avec la première section chronologique, l'Europe des premières collections avant la Révolution. La Révolution française est une période marquante pour l'histoire des musées. Si un prince avait une collection, qu'elle n'était pas rangée d'une certaine façon et qu'elle n'était pas ouverte au public, alors on ne parle pas de musée. Cependant, si on remarque une certaine logique dans les arrangements et que le public peut voir cette collection, alors on se rapproche déjà plus de nos musées actuels. La passion pour les antiquités en Italie. Les papes étant à Rome, leur intérêt pour les statues antiques est facile à comprendre. Cependant, ils n'y ont pas vécu continuellement. Au XIVe siècle, ils étaient au palais des papes d'Avignon. Ils ne détiennent donc pas le monopole de la passion des antiquités. Les villes de Florence et de Venise ont d'ailleurs une antiquomanie très développée. Ce que l'on appelle l'art de cour était très développé vers 1400. Il se développe au fil des XVe et XVIe siècles. Le pape Jules II, qui commandera la voûte de la chapelle Sixtine à Michel-Ange, va donner à Rome son titre de capitale de la Renaissance, détrônant ainsi Florence grâce à la cour aménagée du palais du Belvédère. Elle est une sorte de musée avant l'heure. On y a entreposé des statues célèbres, Laocoon, Apollon, et le public vient les voir. Michel-Ange est très prisé. Sollicité par Jules II, Paul III va également lui commander la scène du jugement dernier. Traitons alors des Pays-Bas méridionaux au début du XVIIe siècle. Aux Pays-Bas méridionaux, au début du XVIIe siècle, c'est l'époque de Rubens et un genre pictural se distingue, les peintures de cabinets d'amateurs. Ils sont généralement remplis d'œuvres d'art, mais également d'instruments de mesure et d'objets scientifiques et de techniques. Un des plus spectaculaires exemples de peinture de cabinets d'amateurs est aujourd'hui conservé à Rubenshuis, représentation du cabinet de Cornelis van de Geest par Willem van Haect. On y voit les archiducs Albert et Isabelle en visite chez l'érudit anversois van der Geest. Les régents Albert et Isabelle vont convaincre Rubens de devenir leur peintre de cour à Vienne, en le laissant rester à Anvers, ville qu'il ne voulait pas quitter. Rubens était lui-même un grand collectionneur d'art. La Rubenshuis, qui est une création du XXe siècle, a pour but d'évoquer son univers, par des tableaux similaires à ceux qu'il possédait, italiens, flamands et aussi des tableaux antiques. Sa collection originale est emmenée à Venise. Un des plus grands collectionneurs du XVIIe est aussi un des plus grands peintres de cabinets d'amateurs et n'est autre que David Teniers III. Les 3 philosophes de Giorgione, art vénitien, est une peinture qui apparaît dans la collection de l'archiduc Léopold Guillaume, autrichien éduqué à la cour de Madrid, avec des tableaux de Bruegel. Aujourd'hui, le musée de Vienne possède la plus importante collection de tableaux de Bruegel l'Ancien, grâce à l'archiduc. Teniers n'a pas peint ses tableaux dans ses vues du cabinet de Léopold Guillaume, car à l'époque, ils n'ont que peu d'intérêt. Le palais de Coudenberg, où étaient originellement entreposés les tableaux de l'archiduc ayant brûlé, c'est une bonne chose qu'il les ait déplacés à Vienne. Sa collection en rejoint par la suite des plus importantes, dont celle de Joseph II, vers 1780 d'ailleurs, au palais du Belvédère. Avec la suppression de l'ordre des Jésuites, des couvents sont fermés, ce qui permet notamment l'acquisition de nouvelles œuvres. Les collections sont alors organisées en écoles. C'est à Vienne que se trouvait la plus importante pinacothèque d'Europe à la fin du XVIIIe siècle. Parlons alors de l'Empire germanique et des pinacothèques. Il est composé de centaines de principautés dont chaque dirigeant est en compétition avec les autres pour la constitution de collections d'œuvres d'art. Les princes les plus prestigieux répondent au titre d'électeurs. La collection de Dresde, aujourd'hui située à l'est de l'Allemagne, se développe par le long règne d'Auguste le Fort, électeur de Saxe, de 1694 à 1733. La ville a été construite dans un style baroque et possède au palais du Zwinger une galerie de peinture. L'organisation se fait selon un principe de comparaison des écoles, classification moins cloisonnée qu'à Vienne. Une des œuvres emblématiques est la Vénus de Dresde de Giorgione. Elle va inspirer beaucoup de peintres par la suite, car elle impose la supériorité du nu féminin sur le nu masculin. Le musée de Dresde est un des plus vieux. Bellotto va peindre des vues de Dresde au XVIIIe siècle,
appelée Veduta. La ville sera malheureusement détruite en 1945. Heureusement, une fois de plus, la collection a été sauvée. Les soviétiques l'emportent avec eux, mais la rendent à la RDA en 1956. Aujourd'hui, on peut l'admirer dans une vieille ville reconstruite à l'identique. Le musée Pio Clementino au Vatican. Progressivement se mettent en place des institutions pour peinture, séparées de celles des antiquités. À Rome, on en voit deux, le musée du Capitole et le musée Pio Clementino. Il est fondé en 1771 et se développe jusqu'à 1780. Winckelmann, à sa tête, est succédé par Visconti, rallié aux Français et qui finira conservateur des antiques du musée Napoléon. Le musée du Capitole est l'un des premiers musées d'antiques. La place du Capitole est d'ailleurs dessinée par Michel-Ange. En Angleterre, on y trouve beaucoup de collectionneurs et d'anticomanes, prêts à voyager jusqu'en Italie pour acquérir différentes œuvres, mais ce, sans la volonté de les montrer à un public. Cela pose la question de préservation du patrimoine du pays. Même la collection royale sera rendue inaccessible durant le XVIIIe siècle. Ce n'est d'ailleurs qu'après la chute de Napoléon qu'une grande galerie nationale de peinture ouvrira. Voilà donc pour l'Europe des premières collections avant la Révolution. Enchaînons tout de suite avec la deuxième section chronologique qui parlera de la Révolution française et de l'Empire napoléonien s'étendant de 1789 à 1815. Pour rappel, en 1789, c'est une monarchie constitutionnelle. On a la chute de la monarchie avec la Révolution française. En 1799, un coup d'État avec l'institution de l'Empire. En 1814, c'est la chute de Napoléon avec la première restauration. Et en 1815, Napoléon s'échappe et reprend le pouvoir pendant 100 jours jusqu'à Waterloo où on a la deuxième restauration. Attention à ne pas confondre prise de la Bastille et chute de la monarchie. Avec la chute de la monarchie, le 10 août 1792, des groupes populaires s'attaquent au statut royal de la ville, comme le monument à la gloire de Louis XIV, place des Victoires. Les portes Saint-Denis et Saint-Martin ont, elles, été menacées, mais sauvées grâce à leur rôle urbanistique. Il arrive alors des débats pour juger de la suppression ou non de ces œuvres. Aujourd'hui, la question de destruction ou non des emblèmes du pouvoir se pose toujours, qu'elle soit au niveau politique, avec la statue de Léopold II, Colbert, etc., ou religieux avec les Bouddhas de Bamiyan. Avec l'iconoclasme, elle est toujours présente. L'abbé Grégoire, membre des Jacobins, club de discussion dont Robespierre faisait également partie, est une figure marquante et fortement opposée aux destructions du patrimoine. Il est à l'origine du concept de vandalisme, la destruction sans connotation politique ou religieuse. Les Jacobins veulent unifier la France et luttent contre les langues régionales. La basilique royale Saint-Denis. C'est dans celle-ci que se trouvaient les sépultures des rois de France. Elles ont été une cible du parti révolutionnaire iconoclaste, étant donné que les rois n'étaient plus aimés du tout. Cette convention iconoclaste va voter un décret pour pouvoir déterrer ces dépouilles. Il n'est pas question de violence, mais d'un vandalisme d'État qui a uniquement pour but d'enlever les dépouilles royales. Alexandre le Noir s'oppose à la destruction des tombeaux. Son acte est bien évidemment héroïsé. Il n'a pas agi seul en se précipitant entre les iconoclastes et les tombeaux, mais l'idée est là. Les dépouilles sont enlevées et les tombeaux protégés. Le trésor de Saint-Denis a été en partie vendu et fondu. Le reste est au Louvre. Pour les tombeaux, ils sont finalement remis à leur place lors de la restauration des rois. Alexandre le Noir. Les tombeaux ont longtemps été entreposés au musée Lenoir, dont ils étaient les pièces principales. Également appelé Musée des Monuments Français, il ouvre en 1795. C'est la première scénographie sous forme de chambre d'époque. Une période est présentée par salle, s'adaptant à l'architecture de celle-ci. Le Noir commet cependant quelques erreurs, notamment au niveau du Moyen-Âge, qui est utilisé pour son intérêt documentaire et non artistique. Le Noir n'a pas de connaissances stylistiques sur la période et considère l'art ogival comme de l'art arabe. Alexandre le Noir a donc sauvé de nombreuses œuvres, mais il en a également délocalisé de nombreuses, sans se soucier d'enlever à un pays son patrimoine. Le conservateur, inspiré par Winckelmann, dont le buste se trouve à l'entrée du musée, considère la Renaissance comme le sommet de l'art. Le Noir se considère à la fois comme conservateur et historien de l'art. Il veut être comme Winckelmann, mais au niveau français.
Cela alimente la discorde avec les Italiens, qui ne sont pas d'accord pour donner à la France le prestige de la Renaissance. C'est cependant grâce à son musée que naît la notion de Renaissance que nous connaissons aujourd'hui. Michelet en parlera par la suite après avoir visité ce fameux musée. Le jardin du musée est un exemple des grands cimetières romantiques du XIXe siècle. Le prétendu tombeau d'Hélène et d'Abélard s'y trouvait. En 1816, à la seconde restauration, le musée est démantelé sur l'ordre de Louis XVIII, car il veut que les tombeaux de ses ancêtres retournent à leur place d'origine. Certains vont finir au Louvre, car ils ne seront jamais restitués. Le site du musée est aujourd'hui occupé par l'École nationale supérieure des beaux-arts. Jusqu'aux années 1970, on pouvait toujours y voir des fragments du château gothico-renaissance de Gaillon. Les tombeaux ont un rôle très important dans la réflexion du patrimoine et des musées. Le musée des beaux-arts de Dijon est celui dont l'ambiance se rapproche le plus de celle du musée Lenoir. Ensuite, le musée national, ancêtre du musée du Louvre actuel. Pour Roland, ministre de l'Intérieur, il est important d'apprendre aux autres nations le bon goût, à savoir le français. Ce musée national sera gratuit pour les étrangers. Les artistes auront des temps de visite juste pour s'entraîner et copier les plus belles œuvres. Perfection en matière de bon goût et ainsi se former correctement. À son ouverture en 1793, on retrouve surtout des peintures de la collection royale venue de Versailles, comme la Belle jardinière de Raphaël, mais pas encore d'antique. En 1794, la victoire des Français à Fleurus va ouvrir la saisie des œuvres des anciens Pays-Bas autrichiens. Des œuvres italiennes vont également être victimes de ces appropriations par les Français, dont le Laocoon. Des vifs débats sont lancés, chacun prenant part pour ou contre ces spoliations. Quatremaire de Quincy est de ceux qui refusent les actions de la France. Il dénonce ces spoliations et voudrait que l'on laisse aux autres pays leur patrimoine. Pour lui, les musées sont synonymes de vol d'œuvres au pays. Lenoir est bien évidemment pour. Il a lui-même eu recours à ces méthodes pour remplir son musée. L'abbé Grégoire les encourage également, comme Denon, qui va jusqu'à organiser lui-même ces spoliations qu'il appelle des saisies. Il les justifie par la recherche d'un équilibre des écoles. Le musée possède beaucoup d'œuvres hollandaises, mais encore en manque d'œuvres italiennes. Il n'hésite donc pas à utiliser ses armées pour piller les œuvres italiennes. Il prend ce qui lui plaît. Denon est un des premiers à s'intéresser au XVe siècle. Certains Italiens sont étonnés qu'il décide d'emporter tant de leurs tableaux de cette période. C'est donc grâce à lui que la section du Louvre sur les primitifs italiens est aussi bien fournie. Il s'intéresse aussi à l'Égypte mais n'a pas moyen d'en acquérir d'œuvres. Le cortège de mariage de Napoléon et Marie-Louise va défiler dans la grande galerie du Louvre. Vers 1800 se rassemblent les antiquités d'Italie, dont l'Apollon du Belvédère au musée des Antiquités, qui est une des parties du Louvre. En 1814, à la première chute de Napoléon, les Alliés ne demandent pas la chute du musée. L'idée d'un musée universel est née grâce au musée Napoléon. Les Alliés veulent donner une leçon aux Français, mais ils vont tout de même leur laisser des œuvres, comme des Giotto. Cela va énerver Denon, qui ne voulait que les plus belles œuvres soient toutes rassemblées, de préférence dans son musée évidemment. Aujourd'hui, nous savons que la perte de ce musée a créé une sorte de nostalgie en France, qui va déboucher sur le Louvre, encore plus fourni que son ancêtre. Le rêve muséal du XIXe siècle est déclenché. Les musées départementaux sous le consulat et l'Empire. La politique muséale est ambitieuse mais les moyens manquent. Un équilibre entre les territoires et Paris est impossible. Les belles œuvres sont à Paris et les autres villes n'ont que très peu. 15 musées départementaux sont alors créés. En France, à Bordeaux, Caen, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nancy, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse et en Belgique actuelle à Bruxelles. La sélection des villes se fait selon l'existence ou non d'un semblant de musée. Il y a aussi une volonté de conserver un certain équilibre entre les villes. On évite celles dont l'économie est déjà très bien développée. Certains des 15 musées créés se sont bien développés. C'est le cas pour ceux de Lille et de Lyon. D'autres villes cependant sont très déçues de ne pas avoir eu droit à leur musée. Bruxelles, Anvers et Gand faisaient à l'époque partie de la France. Anvers a du potentiel car les œuvres de Rubens ont un énorme succès et une académie des beaux-arts y est déjà présente, ainsi qu'un port. C'est cependant Bruxelles qui est choisie pour accueillir un musée. Elle possédait avant un statut de capitale et il y a une volonté de lui rendre sa gloire. Ce musée deviendra les musées royaux des beaux-arts. Son but premier est pédagogique pour une école des arts.
Le responsable du musée départemental de Bruxelles va se battre pour obtenir des œuvres intéressantes dans son musée. Il arrive à obtenir 38 tableaux issus du Muséum central en 1802. Aujourd'hui, il en reste 27 au MRBAB, ce qui n'est pas trop mal en réalité. En 1803, 10 ans après son ouverture, on inaugure le musée avec un buste du chef de l'État, désormais empereur. En 1811, 6 villes, dont Bruxelles, obtiennent un lot supplémentaire. Bruxelles est donc plutôt bien traitée par les Français. La question de restitution des œuvres présente aujourd'hui si la France devrait rendre les œuvres qu'elle a volées aux Belges. Les Belges doivent en faire de même, et partout dans le monde, les musées seraient vidés. De plus, ce qui est intéressant pour les musées est d'avoir une vue des différentes écoles. Une salle du MRBAB représentait les primitifs, donc 15e et début du 16e siècle. Mais on n'en était pas encore très fan, ils ne sont d'ailleurs pas les plus célèbres. Son existence a cependant changé beaucoup de choses à l'histoire de l'art. On s'y intéressera par la suite. Roi de Hollande pendant 4 ans, Louis-Napoléon, qui est le frère de l'empereur, les Néerlandais n'en gardent d'ailleurs pas un mauvais souvenir, est à l'origine du Rijksmuseum. Aujourd'hui, on y retrouve la ronde de nuit de Rembrandt. Enchaînons maintenant avec la 3e partie de ce premier podcast. La 3e section chronologique, l'Europe muséale du Congrès de Vienne aux révolutions de 1848. De 1815 à 1848, la période la plus féconde en matière de musées se situe entre la chute de Napoléon en 1838 et la révolution de 1848. Autour de 1830, 2 nouveaux pays apparaissent, la Belgique et la Grèce. Quand Louis-Philippe d'Orléans devient le roi des Français, il maintient le même directeur, Forbin, au Muséum central. Il n'y a pas de césure au niveau des musées entre les 2 dynasties. Le musée du Luxembourg. Le Congrès de Vienne entraîne la restitution de nombreuses pièces. Certaines œuvres rejoignent le musée central qui est aujourd'hui le Louvre. Louis XVIII n'a pas voulu revenir sur le caractère privé des collections. Il a gardé un grand musée royal. Il autorise Denon à rester, mais ce dernier refuse car il était fidèle de Napoléon et pour lui, il est dur d'accepter la chute de son musée. Les Français se consolent de la perte de leur musée universel qui se voulait rassembler de nombreux chefs-d'œuvre en se disant qu'ils peuvent maintenant établir une bonne collection de peintres français. Ils forment donc de bons peintres et prennent leur revanche en développant un art français de très bon goût. Quelques années après la chute de Napoléon, règne de Louis XVIII donc, le grand maître d'œuvre est le comte de Forbin, successeur de Vivant Denon. Il sera un artisan du renouveau muséal en France. En 1818, on crée le premier musée d'art contemporain, dans la galerie du Palais du Luxembourg. Le concept d'art contemporain de l'époque est celui d'art vivant. On n'expose que des peintres qui vivent toujours. Ce n'est plus le cas aujourd'hui car cette définition est compliquée. Nécessité de bouger les tableaux à la mort d'un artiste par exemple. Le Palais du Luxembourg est aujourd'hui le Sénat français. Le palais en lui-même est construit par la reine Marie de Médicis, qui vient de Florence, dans le style italien. Elle veut obtenir les meilleurs peintres de son époque, dont Rubens. Elle lui demande un cycle de peinture, à sa gloire, qui était entreposé au Palais du Luxembourg. Il faut donc le déplacer quand la décision est prise d'en faire un musée d'art vivant. Actuellement, ce cycle se trouve au Louvre. À cette époque, si on est un jeune peintre qui veut devenir célèbre, il faut être présent au salon. C'est Forbin, le grand chef, qui choisit si oui ou non on y est exposé. Si on parle en bien du tableau au salon, on a des chances d'entrer au musée du Luxembourg. Le grand maître de l'école française à l'époque est Jacques-Louis David. Le problème est qu'il était peintre officiel de l'empereur, appelé alors l'usurpateur et régicide. David est exilé à Bruxelles. On veut le faire revenir en lui demandant de renier ses convictions, mais il refuse et reste à Bruxelles. C'est donc là que se trouvent encore aujourd'hui ses plus belles œuvres. Il reste malgré tout représenté au musée, à l'exception de ses œuvres de propagande. D'autres peintres sont dans une situation similaire, car ils ont été aussi du côté de Napoléon. Forbin va également mettre leurs œuvres au musée du Luxembourg, en évitant celles qui prônent Napoléon. C'est le cas de Gros. Son œuvre la plus célèbre est Les Pestiférés de Java, mais comme elle est à la gloire de Napoléon, ce n'est pas celle-là qui sera exposée. La mort précoce de Géricault empêche d'exposer le radeau de la Méduse au musée du Luxembourg. Il va donc directement au Louvre. En France, et aujourd'hui encore au Louvre, il y a une volonté de donner une place de choix à la sculpture qui n'a rien à envier à la peinture. Cela s'explique par le souvenir du musée Lenoir,
qui lui était centré autour de la sculpture. Dans le palais du Louvre, on crée une galerie consacrée aux sculptures. Au XVIIe siècle, en sculpture comme en peinture, c'est le classicisme qui domine, et non pas le baroque comme dans d'autres pays. Marseille est cependant l'exception, qui a un grand sculpteur baroque, Pierre Puget. Aujourd'hui, on s'intéresse un peu moins aux sculptures Renaissance qu'à l'époque. Forbin est à l'époque également inspecteur des musées de province. Il va visiter les musées pour reconstituer la collection d'art antique du Louvre. C'est en 1821 qu'est découverte la Vénus de Milo. Pour comprendre sa célébrité, il faut comprendre la frustration des Français qui avaient perdu toutes leurs antiquités. Elle est alors devenue un must. On peut se demander où sont entreposés les vases et la céramique. Ils sont rangés avec les peintures. L'étruscomanie était une passion au XIXe siècle. On présentait les vases comme une première étape de la peinture. Le goût néoclassique a traversé les époques. Pendant l'Empire est fondée l'Académie celtique dans le musée Lenoir. On ne s'intéresse qu'à des choses celtes, qui ne sont pas dignes de l'art antique gréco-romain. Beaucoup de gens s'intéressent à l'Égypte. On ne sait donc pas exactement que faire de leur art ou l'entreposer. Une occasion se présente pour présenter des œuvres égyptiennes par Champollion, fondateur de l'égyptologie moderne, qui a décrypté les hiéroglyphes, avec le musée Charles X. Le musée Charles X est le nom d'origine de la partie sur l'égyptologie dans le musée du Louvre. Le Louvre n'est plus considéré uniquement comme un musée artistique. Il s'ouvre désormais et présente à la fois ce qui est beau, mais également ce qui est intéressant et documentaire. Le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo est très important pour remettre au goût du jour le Moyen-Âge. La cathédrale gothique est mise à l'honneur. Alexandre du Sommerard a constitué une collection qui est devenue un musée, celui de Cluny, inauguré en 1843. Ce nom, car il prend place dans l'hôtel de Cluny, qui était un refuge de l'abbaye de Cluny, aujourd'hui détruite. Aujourd'hui, il se nomme également Musée national du Moyen-Âge. La monarchie de Juillet, de 1838 à 1848. Avec la Révolution de 1830, il y a le retour de beaucoup de libertés, dont celle de la presse. Le musée historique de Versailles est créé dans le but de rétablir la continuité de l'histoire française. La gloire de la France est rétablie au niveau national. Son histoire est le fil rouge du musée. Il regroupe des objets du passé, mais sous forme de commandes passées à des contemporains. On y trouve donc des peintures de scènes de bataille et non pas des reliques. L'art mésopotamien. La Mésopotamie, c'est plusieurs civilisations. L'Assyrie est l'une d'entre elles, sur le territoire de l'actuelle Syrie et Irak. En 1842, le consul de France à Mossoul, Paul-Émile Botta, entreprend des fouilles sur le site de Khorzabad où le roi d'Assyrie Sargon II avait construit une capitale. Les découvertes sont emmenées à Paris et le premier musée d'antique orientale ouvre en 1847. Musée assyrien, aujourd'hui au sein du Louvre. Galerie espagnole. Le roi Louis-Philippe avait toute une collection espagnole, contenant du Velázquez notamment, qui sera dispersée à sa mort. Madrid avec le musée Prado. L'Espagne avait d'importantes collections et certains projets de les rendre publiques. Ce n'a pas eu lieu à cause des guerres civiles. C'est à la Révolution française qu'est inauguré le musée Prado, Museo Real, en 1819. Le besoin identitaire des Espagnols est fort affirmé à l'époque. On va alors héroïser la figure de Velázquez, peintre de Philippe IV, XVIIe siècle. Ces œuvres sont les plus importantes du musée. Au niveau politique, le règne de Philippe IV n'est pas glorieux, mais au niveau culturel, c'est une période très riche. Dans la collection de Philippe II, au XVIe siècle, il y avait beaucoup de tableaux de primitifs flamands, Van der Weyden notamment, dont Bosch, qu'il appréciait particulièrement. C'est la raison pour laquelle le Prado est aujourd'hui le musée le plus riche au monde en œuvres de Bosch. On ne retrouvait pas de Goya, car il vivait encore à cette période et a choisi l'exil. Il n'arrive au musée Prado que plus tard. Aujourd'hui, on peut également y trouver le Greco. Philippe II ne l'aimait pas. Londres National Gallery. Une très grande pinacothèque, musée spécialisé dans la peinture, qui naît dans l'Europe post-napoléonienne. La National Gallery, en 1824. L'Angleterre est un pays tout à fait particulier. Il n'y a pas de volonté de partager les œuvres en les rendant publiques. C'est le sentiment d'être à la traîne sur le plan artistique qui pousse à la création du musée, ainsi que la peur que les collections privées partent à l'étranger. Certains artistes restent cependant opposés à ce projet, de peur que le poids du passé,
et la diversité de peintures allemandes et italiennes n'écrasent la jeune école de peinture anglaise. On continue donc la formation des peintres anglais pour assurer, quoi qu'il arrive, un art national. La reine va commencer à prêter certaines de ses œuvres. Les Anglais se spécialisent dans la peinture des grands peintres italiens en faisant l'acquisition de peintures italiennes antérieures à Raphaël. L'Angleterre et l'Italie sont alors très liées. La National Gallery s'installe à Trafalgar Square en 1838 dans un bâtiment partagé avec la Royal Academy. Londres est après Florence un lieu important pour les admirateurs du Quattrocento. Des tableaux italiens dialoguent avec des œuvres du XVe siècle venues de tous les horizons. On insiste sur les échanges culturels en Europe. La National Gallery reste cependant riche pour d'autres écoles et d'autres siècles. On y voit par ailleurs le nu de la peinture espagnole, la toilette de Vénus de Velázquez. Le British Museum. À l'origine, il s'agissait d'un musée encyclopédique. À l'époque, on y trouve des antiques grecs de l'assyrien ainsi que de l'histoire naturelle, animaux taxidermisés. On y trouvait également des manuscrits qui sont aujourd'hui dans un autre secteur. Il y avait toutes sortes de choses au British Museum, mais pas de peinture. Les antiques y sont les plus marquantes. Après la chute de Napoléon, le musée fait l'acquisition des marbres du Parthénon, ainsi que de pièces égyptiennes, comme le buste de Ramsès II. Les Grecs aimeraient récupérer ces fameux marbres, mais c'est compliqué au niveau juridique, car la Grèce n'existait pas encore à l'époque. Les marbres ont longtemps été exposés dans une pièce à part, où les visiteurs venaient débattre à leur sujet. Lord Byron est l'équivalent de 4 maires de Quincy, car il est contre la prise des marbres par l'Angleterre. Il voudrait qu'ils restent à la Grèce. Un nouveau bâtiment est nécessaire, car de plus en plus d'œuvres sont acquises. Il est construit en style ionique, car il rappelle le style antique grec, donc les marbres du Parthénon. Les peintures et antiques sont affectées à d'autres institutions, et les sculptures antiques, British Library et Histoire naturelle, restent dans le même bâtiment. De plus en plus d'œuvres sont acquises, dont le monument de Néréide de Xanthos, ainsi que des vestiges de Nimroud. Une rivalité France-Angleterre va se développer, le musée assyrien de Louis-Philippe. Et voilà donc pour ce premier podcast. On se retrouve tout de suite ou plus tard pour le deuxième, dans lequel on continuera ce point sur l'Europe muséale du Congrès de Vienne aux révolutions de 1848. Bonne journée!